Vous parliez du fait que certains pays occidentaux servent de base de lancement pour des drones, que ce soit pour des survols ou pour leur production. Et vous avez dit que ça pouvait nous entraîner sur une pente glissante, c'est le terme que vous avez utilisé. C'est quelque chose que j'ai vu repris ailleurs, ce qui inquiète au moins une partie de l'opinion ici, en Occident, qui y voit peut-être un changement, quelque chose de potentiellement nouveau. Hier, nous avions Scott Ritter dans notre émission. Il parlait de M. Karaganov, qui dit maintenant avoir recommandé au gouvernement russe d'utiliser des missiles conventionnels pour frapper certains territoires occidentaux qui soutiennent l'Ukraine. Et puis, il y a Alexandre Slatkov, qui lui a carrément appelé à une frappe atomique. Karaganov aussi l'a dit. Il a expliqué que si les missiles conventionnels ne produisent pas l'effet dissuasif attendu, alors il faudrait passer à l'étape suivante, y compris vers l'arme nucléaire. Et ensuite, on voit des situations comme celle-ci. Par exemple, aujourd'hui, dans les médias russes, la Russie a mis en alerte des systèmes orbitaux antisatellites. Et puis, il y a ça. Non seulement le tir du Sarmat, mais aussi ce qui semble être un renforcement des efforts au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai, les pays de l'OCS. Tout cela contribue, d'une certaine manière, à aider la Russie à contourner les sanctions, et ainsi de suite. D'ailleurs, en parlant avec Scott Ritter, lui-même se dit assez inquiet, parce qu'il pense que, compte tenu de ce qui se passe en Occident, cela place le gouvernement russe dans une situation où, je cite, « il doit faire quelque chose ». Le problème maintenant, c'est que les attaques en cours endommagent les infrastructures énergétiques de la Russie, et ça a un impact réel sur son économie. C'est devenu un problème stratégique pour la Russie, quelque chose d'insoutenable. Du coup, l'équation a changé. Et c'est là l'erreur européenne. Ils ont modifié l'équilibre au point de rendre impossible pour la Russie de ne pas réagir. Ils ont fait monter la tension jusqu'à causer un vrai préjudice à la Russie. Alors, à partir de là, les décisions politiques deviennent faciles à prendre, parce qu'on se dit, si on ne fait rien, on subit une défaite stratégique. Et la Russie ne se laissera pas infliger une défaite stratégique. Les Européens ont donc rendu inévitable une réponse de la Russie. La question maintenant, c'est plus de savoir si la Russie va réagir. À mon avis, la réponse est oui. La vraie question, c'est comment. C'était une déclaration assez audacieuse. Alors j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Vous avez parlé d'une pente glissante, et on voit qu'il frappe de plus en plus profondément à l'intérieur de la Russie. Est-ce qu'il est possible que la Russie en vienne à frapper des cibles en Europe de l'Ouest? Eh bien, vous savez, il y a beaucoup d'opinions différentes dans nos discussions. D'ailleurs, les points de vue sont souvent très opposés, que ce soit parmi les spécialistes ou parmi ceux qui participent aux décisions. Nous avons une société très vivante, contrairement à ce qu'on entend parfois, comme quoi toutes les voix qui s'expriment dans l'espace public russe représenteraient la position de Poutine ou quelque chose comme ça. C'est absolument faux. Il y a des gens qui demandent vraiment avec insistance qu'on frappe les centres de décision. L'un d'eux, c'est M. Karaganov. Sa position sur l'acceptabilité de l'usage d'armes nucléaires tactiques n'a rien de nouveau. C'est là depuis un certain temps, 2 ans au moins, d'après ce que je comprends. Nous avons aussi le vice-président du Conseil de sécurité, M. Medvedev, qui exprime souvent des positions très radicales. Je pense que c'est normal, dans une société, qu'il y ait différentes voix venues d'ailleurs qui disent parfois des choses opposées. Ça, c'est d'un côté. De l'autre, eh bien, je suis d'accord avec Scott. Les Européens ont un peu exagéré cette affaire. Ils ouvrent les unes après les autres ce qu'on appelle les fenêtres d'Overton, si vous voyez ce que je veux dire. Ils essayent de tester notre détermination, de voir à partir de quel seuil nous réagirions. C'est un jeu très dangereux.
Encore une fois, il nous semble que nous sommes désormais les seuls acteurs responsables et adultes sur le continent, parce que tous les autres se comportent soit de manière puérile, soit de façon insensée, sans aucune responsabilité envers les sociétés qu'ils représentent. Ce n'est pas un jeu vidéo, ce n'est pas une simulation. C'est quelque chose de sérieux. Nous montrons que nous avons tous les moyens de rendre notre réponse très douloureuse. Ce serait vraiment un coup très dur pour ceux qui sont nos adversaires et qui insistent pour se présenter comme tels. Nous laissons les portes de la diplomatie ouvertes. Elles l'étaient dès le départ, et nous avons répété à plusieurs reprises que nous préférons une solution diplomatique à la crise, à l'intérieur comme autour de celle-ci. L'Ukraine, mais personne ne voulait écouter. Eh bien, je dirais qu'il y a aujourd'hui une forte demande du public pour agir de manière résolue, pour montrer à nos adversaires que la Russie est prête à se battre, que la Russie ne fera aucune concession sur ses intérêts vitaux. Vous savez, la question en ce moment ne porte pas tant sur le territoire, je dirais, même si certains le pensent. Le territoire n'entre en jeu que parce que les régions concernées font partie de la Russie selon notre constitution. Et bien sûr, il est logique que nous voulions en assurer l'intégrité par des moyens militaires ou diplomatiques, ce que nous préférons. La vraie question, c'est de savoir à quoi ressemblera le reste de l'Ukraine, l'Ukraine qui sortira de ce conflit. Et quelles seront les normes, quels seront les principes de fonctionnement de cette société? Parce qu'il est absolument hors de question que cette société reste dans la même logique nationaliste, néo-nazie, anti-russe et russophobe. C'est là le point essentiel, et je pense que c'est la question que nos collègues européens préfèrent ignorer. Quand il s'agit de montrer le vrai visage du régime de Zelensky, ils font simplement comme si de rien n'était. Ils ne pensent pas qu'il soit nécessaire d'exiger de l'Ukraine qu'elle corrige quoi que ce soit. Mais le fait est que l'Ukraine est le seul pays au monde à avoir officiellement interdit une autre langue, la langue russe, en dépit des dispositions de sa propre constitution, qui garantit pourtant la liberté de choisir le russe pour les locuteurs russophones, lesquels représentent la majorité de la population. Il n'y a pas un autre pays qui se comporte comme ça. Israël n'interdit pas l'arabe. La Palestine n'interdit pas l'hébreu. Les États-Unis n'interdisent pas le persan. L'Iran n'interdit pas l'anglais. Je pense que le seul pays qui a choisi d'agir de cette manière, c'est l'Ukraine. Et c'est très révélateur de ce régime, un régime qui a commencé sa guerre contre la population russophone, qui a lancé sa campagne russophobe et qui est devenu un simple instrument entre les mains de l'Occident. Et maintenant, nous sommes en guerre avec l'Occident. Le moment où il y aura une confrontation directe avec l'Occident approche à grands pas, et c'est ce que j'appelle la zone dormante. Eh bien, c'est justement pour ça que je voulais aborder ce sujet. Je sais qu'on manque un peu de temps, mais c'est vraiment essentiel. Parce que j'ai parlé avec pas mal de gens, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, et j'ai lu beaucoup de déclarations publiques. Et quand on regarde le déroulement de ces plus de 4 années de guerre, c'est très clair. Au début, il y avait beaucoup d'inquiétudes, surtout en Occident, sur le risque d'escalade. On craignait que si on apportait trop d'aide militaire à l'Ukraine, la Russie puisse étendre le conflit au-delà de ses frontières. Et vous savez, tout s'est fait par étapes. D'abord, c'était des pièces d'artillerie. Ensuite, on est passé aux chars et à d'autres véhicules blindés, puis à de nombreux missiles longue portée. À chaque fois, il y avait cette crainte que la Russie réagisse. Mais elle ne l'a jamais fait. Et puis finalement, on en est arrivé au F-16. Au début de la guerre, le président Biden a dit « Vous savez, si c'est des F-16, on ne va pas le faire, parce que ce serait la Troisième Guerre mondiale. » Eh bien, on a vu, des années plus tard, qu'ils ont fini par utiliser des F-16, qu'ils les ont déployés.
et ça n'a pas provoqué la Troisième Guerre mondiale. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est qu'il n'y a littéralement plus rien. Aucune ligne rouge pour la Russie. Tant que tout reste à l'intérieur de l'Ukraine, l'Occident a, selon moi, une liberté totale, parce qu'il n'y a rien que la Russie semble prête à faire en réaction. Mais là, on parle encore d'une pente glissante, d'un risque de confrontation entre l'Est et l'Ouest. Alors je pose la question, est-ce qu'il est possible que la Russie, à un moment donné, change cette dynamique? Qu'elle dise il y a un prix à payer, il y a une ligne rouge, et qu'elle décide de frapper quelque chose en Europe. Est-ce que c'est possible? Eh bien, c'est justement la question que beaucoup de gens se posent. Et je pense que, malheureusement, beaucoup de gens en Occident confondent notre humanité et notre volonté d'éviter des actions dévastatrices pour l'Occident. Ils prennent ça pour de la faiblesse. Ils disent que la Russie ne réagit pas parce qu'elle est faible. Non, la Russie ne réagit pas parce qu'elle est humaine, parce qu'elle pense à l'avenir de l'humanité, à ses citoyens européens qui seraient complètement anéantis par les conséquences de ce conflit. C'est pour ça que nous hésitons. C'est une décision grave à prendre. Mais croyez-moi, si nos intérêts vitaux sont vraiment menacés, je ne pense pas que nous hésiterons. Et tout le monde doit absolument s'en souvenir. Je sais que mon commandement militaire, a encore beaucoup de cartes à jouer sur le plan militaire. Et si certaines cartes ou certains moyens que vous avez mentionnés ne sont pas utilisés, c'est qu'il y a des raisons à cela. Mais je suis absolument certain qu'il n'y aura aucune hésitation. Nous ne perdrons pas de temps si nous devons en arriver à une situation où il faut employer les moyens nécessaires dans ce genre de cas. Et tout cela est conforme à notre doctrine nucléaire. Elle est publique, tout le monde la connaît. Chacun sait quand et dans quelles circonstances ces armes peuvent être utilisées. Alors, je sais bien que vous n'allez certainement pas révéler de secrets militaires ici, ni engager votre gouvernement à quoi que ce soit. Mais imaginons que les décideurs à Moscou disent « Très bien, ça suffit, ils sont allés trop loin, ils ont franchi la ligne rouge fixée au Kremlin, et maintenant on va agir. » Est-ce qu'on devrait s'attendre à voir une sorte de, je ne sais pas, un ultimatum ou un message venant de Moscou disant « Si rien ne change, voilà ce qu'on va faire ». Ou bien au contraire, est-ce que ce serait plutôt du genre « Un matin, on se réveille, un missile tombe quelque part, sans aucun avertissement ». Comment ça pourrait se passer selon vous? Eh bien, je conseillerais simplement à tout le monde de ne pas tester les limites de notre patience, ni celles de notre retenue. Le fait que l'OTAN soit maintenant directement impliquée dans la guerre contre la Russie, en fournissant son espace aérien aux drones ukrainiens, en installant la production de drones et d'autres équipements militaires sur son territoire, je pense que cela nous rapproche énormément de ce conflit. Et encore une fois, les conséquences seraient très dévastatrices pour la population européenne. Je crois d'ailleurs que cette population n'en a pas conscience. Elle est manipulée et on lui répète des arguments comme ceux que vous avez cités, selon lesquels la Russie n'oserait jamais rien faire contre l'Europe. Against Russia right now. Europe is providing weapons to Ukraine. They provide the missiles that can be used only with the approval and under the control of specialists from the United Kingdom, Great Britain, France, whoever. So I think that they have already crossed all the red lines. Les gens se poseront des questions. Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi la Russie a-t-elle réagi avec autant de fermeté et de détermination? Mais il sera trop tard. Eh bien, c'est à peu près aussi clair qu'un diplomate peut l'être sur un sujet comme celui-là.
J'imagine qu'on va devoir attendre pour voir comment tout ça va se passer. J'espère vraiment que... Yeah, if I may, just Si vous me permettez, je ne voudrais pas m'arrêter sur une note négative. Je reste un diplomate, pas un membre d'une unité militaire. Mes outils, ce sont mes mots et ma force de conviction. Je pense donc que nous devons continuer à faire tout ce qui est en notre pouvoir, dans le monde, à travers les forums diplomatiques, à l'OSCE, à l'ONU, et sur d'autres plateformes, pour essayer de ramener un peu de bon sens chez nos voisins. Je ne les appellerai plus des partenaires, et je ne crois pas qu'on puisse encore parler de coopération, mais plutôt de coexistence. Et ce serait déjà une très bonne chose. J'en appelle donc à toutes les personnes concernées, à tous ceux qui ont une influence, pour qu'ils analysent cette situation avec lucidité et qu'ils comprennent que le fait que la Russie fasse preuve de retenue ne veut pas dire que ça durera indéfiniment. Je ne conseillerais à personne de rester témis et de notre retenue. Elles existent, il ne faut pas en douter. Donc, si je comprends bien, si le statu quo reste en place, et si l'Occident, dans son ensemble, continue à faire exactement ce qu'il fait, en pensant qu'il est à l'abri de toute réaction, à un moment donné, il y aura une réponse russe qui s'étendra en Europe, comme on le voit déjà. Mais je crois que la dernière question que je poserai, c'est qu'est-ce que la Russie devrait voir changer? Quel type de changement pourrait, selon elle, justifier de dire « Très bien, dans ce cas, on n'a plus besoin d'envisager cette voie-là ». À quoi ressemblerait ce changement? Eh bien, je pense qu'il y a deux scénarios possibles. Le premier, c'est que nous écrasions militairement l'Ukraine. À mon avis, c'est un scénario très probable, compte tenu des facteurs que je vous ai expliqués. Dans ce cas, l'Occident devra simplement faire quelques efforts pour sauver ce qui peut encore l'être du régime de Kiev et tout ce qui va avec. Le second scénario, qui me paraît aujourd'hui très improbable, serait que l'Occident, et surtout les pays européens, retrouvent un peu de bon sens, qu'ils comprennent qu'ils sont allés trop loin, qu'il faut s'arrêter, et qu'il est grand temps de réfléchir à une formule universelle de sécurité, une sécurité indivisible, qui inclurait aussi les intérêts de la Russie. Parce que, jusqu'à présent, toutes les propositions venues de l'Ouest, toutes les initiatives occidentales, se sont faites aux dépens de la Russie, sans jamais prendre en compte ses préoccupations, mais bien à son détriment. Et ça ne marchera pas. Si on veut une formule de sécurité fiable, durable, vraiment soutenable, et avant tout une sécurité européenne, cette formule doit inclure la Russie. C'est à mon avis une évidence. Donc je ne miserai pas beaucoup sur le deuxième scénario, parce que nos voisins européens ont déjà montré qu'ils sont complètement déconnectés de la réalité. Mais peut-être que certaines avancées, certains développements sur le front, finiront par les ramener à la raison. Et peut-être qu'on verra encore une situation où la diplomatie pourra jouer un rôle. Pour l'instant, j'ai l'impression que personne n'écoute les diplomates. Et franchement, à mon grand regret, il n'y a pas, du côté européen, de diplomates prêts à s'engager, prêts à faire notre vrai métier, celui pour lequel on a été formé, se réunir, chercher des solutions, en proposer à nos capitales. Ceux auxquels je fais face ne sont que de simples propagandistes, qui se contentent de relayer les informations que leur gouvernement cherche à diffuser partout. Pour conclure, j'aimerais citer ce que j'ai dit hier lors de la réunion du Conseil permanent de l'OSCE, quand nos voisins européens ont lancé une nouvelle campagne de propagande contre la Russie, encore une fois fondée sur l'accusation selon laquelle nous enlèverions des enfants ukrainiens. Nous avons demandé à plusieurs reprises des faits concrets, mais ils n'en fournissent aucun. Ils continuent simplement à répandre des rumeurs et à formuler des accusations sans la moindre preuve. Et cela dure depuis des années.
Je viens de citer l'interview que l'ancienne porte-parole de Zelensky, Yulia Mendel, très proche de lui, a donnée à Tucker Carlson il y a quelques jours. Elle a raconté qu'à un moment, quand Zelensky perdait en popularité et qu'il avait réuni ses proches, il aurait dit qu'il lui fallait des centaines de têtes parlantes à la Goebbels. C'est son expression que j'ai reprise. Et j'ai simplement dit que ceux auxquels je fais face à l'OSCE en ce moment, ceux auxquels nous faisons face, malheureusement dans les forums diplomatiques du côté européen, ce sont exactement ces têtes parlantes à la Goebbels, parce qu'ils diffusent une propagande et des mensonges absolument incroyables sur la Russie. J'espère vraiment qu'ils vont retrouver leurs esprits et qu'ils se rappelleront qu'ils sont diplomates et qu'un diplomate, ça doit écouter les autres et essayer d'informer sa capitale de manière objective pour permettre de prendre les décisions qui s'imposent. Pour l'instant, ce n'est pas le cas et c'est une grande source de frustration pour moi. Mais je pense que je vais quand même continuer mon travail ici et que je vais essayer de réveiller au moins quelques-uns de mes collègues avant qu'il ne soit trop tard. Eh bien, oui, c'est l'espoir de toutes les personnes ordinaires, que les diplomates puissent faire leur travail avant qu'il ne soit trop tard, pour qu'on n'en arrive pas à ce point-là. Et on vous remercie d'être venu dans l'émission aujourd'hui et d'avoir pris le temps. Je sais qu'on a un peu dépassé, mais on vous est vraiment reconnaissant pour votre disponibilité. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Merci, Daniel. Et merci à vous aussi. N'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On a hâte de vous retrouver dans le prochain épisode de Daniel Davis Deep Dive. Vous savez, je ne cherche pas à vous convaincre d'acheter de l'or, ni à vous dire comment gérer votre portefeuille boursier, mais il y a une façon de nous aider. Abonnez-vous, cliquez sur j'aime et partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez.